C'est des essais notamment en particulier de mode de conduite, essais de taille, essais de densité, où donc outre les caractéristiques agronomiques et qualitatives des différentes modalités qu'on teste, on en a profité également pour suivre les maladies du bois, le typiose et puis SK, ce qui permet d'avoir d'une part une évolution dans le temps, et puis le fait que ce soit sur des expérimentations, ça permet d'une part d'avoir, comme on fait ça avec, en bloc, en répétition, ça permet de faire des tests statistiques, voir si les différences entre les modalités sont significatives. D'autre part, comme également c'est en bloc, ça permet aussi de prendre en compte la variabilité, puisque vous savez que notamment pour les SK et le BDA, la variabilité d'un cep à l'autre peut être très importante. Donc au niveau de ces essais, donc vous avez ici, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous les représenterai au fur et à mesure de la présentation. Donc essais de taille, essais de densité, aménagement de coteaux. Puis je vous parlerai également un petit peu des essais entretien du sol, mais vous voyez que sur ces essais entretien du sol, on a peu de recul, puisque la mise en place a été faite en 2008. Par contre, vous voyez que sur d'autres essais, comme les essais de taille, de l'IRG ou de on a beaucoup plus de recul, ce qui est intéressant pour voir d'une part l'évolution de la maladie, et puis vraiment prendre en compte la variation en fonction des modalités. Donc au niveau de la présentation que je vais vous faire, à chaque fois, les courbes que je vais vous présenter seront exprimées en cumul en fait de la maladie, donc essentiellement eutypiose d'une part et puis SKBDA, donc on n'a pas séparé SKBDA dans le sens où les observations qu'on fait sont faites assez tard dans la saison, donc c'est difficile après de différencier les deux maladies. Donc quand je parlerai d'SK, c'est SKBDA. Et donc les courbes que je vous présente, c'est en cumulé, c'est-à-dire qu'un cep qui extériorise des symptômes une année, on considère qu'il est touché par la maladie, donc les années suivantes, on considère qu'il est positif, entre guillemets, même s'il n'extériorise pas les années suivantes. Donc c'est un cumul et c'est toujours exprimé en taux d'SK par rapport au nombre de cep qu'on a observé. On va commencer par le suivi eutypiose, alors avec un premier essai qui n'était pas dans le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, que je vous montre un peu pour confirmer un petit peu ce qui a pu être montré dans d'autres vignobles, à savoir l'effet de la date de taille sur le typiose. Donc là, c'est un essai de date de taille de Régnier, donc qui est assez ancien, qui avait été mis en place essentiellement pour voir l'effet par rapport au gel en premier. Puis on en a profité aussi pour le suivre au niveau typiose, pour voir un petit peu l'évolution. Donc vous voyez assez nettement que la taille, donc il y avait 5 modalités, taille en mi-novembre, mi-décembre, mi-janvier, mi-février et mi-mars. On voit assez nettement que la taille de mars, donc la taille tardive, est moins sensible à l'eutypiose. Elle est quand même un petit peu, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence très nette, notamment par rapport aux tailles de novembre, décembre, janvier, la taille de février étant intermédiaire par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, mais bon, c'était intéressant de montrer que voilà, c'était vrai également chez nous, entre guillemets. Au niveau des essais de taille, donc là vous avez l'essai de taille de l'IRG qui est fait sur le domaine de la Sicárès. On est sur un sol argilo-siliceux en Beaujolais, où on a donc en comparaison, d'une part en témoin, on avait en comparaison les deux guyos, donc un guyot 6 yeux, qui était un guyot 8 yeux au départ, et puis, et qui a été transformé ensuite en guyot 6 yeux, et après donc une modalité où on réduisait en fait le nombre d'yeux sur la baguette, 6 yeux, 3 yeux, c'est le nombre sur la baguette, il y a en plus le porteur à 2 yeux, classique. Donc qu'on comparait d'une part à des cordons, un cordon simple, cordon double, donc un bras ou 2 bras, et puis le gobelet monté, donc un gobelet, alors oui je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière juste pour montrer la photo. Donc c'est la photo du bas, le gobelet monté, qui est un gobelet dont on monte le pied, et qui est passé sur fil. Voilà, je reviens sur donc, la courbe. Donc ce qui est intéressant de voir là au niveau de l'évolution, c'est que vous voyez la très grande sensibilité des cordons par rapport aux autres tailles. C'est très net, il y a vraiment des grosses différences, notamment par rapport au guyot, sachant que le gobelet monté, lui, est situé de façon intermédiaire, statistiquement différent à la fois des cordons et des guyots. Mais donc, bon, c'est des résultats qui sont assez classiques, qu'on retrouve également sur l'essai de Taïodna. Vous avez les résultats ici. Donc là, l'essai de Taïodna, on est en
en brouillis, en appellation brouillis, sur un sol qui est granitique cette fois-ci, mais assez profond tout de même. Donc en comparaison, donc on retrouve un autre gobelet monté donc avec les ronds bleus, puis les deux cordons simples et doubles, et donc les témoins, c'est le gobelet palissé sur échalas, un classique, et puis donc l'éventail, qui est, donc vous voyez la photo en haut à droite, hein, une forme en fait de gobelet étalé sur le rang et palissé sur fil de fer. Donc là on voit au niveau de ces résultats, on retrouve la différence qu'on peut avoir, donc la plus grande sensibilité en tout cas des cordons, que ce soit le cordon simple ou le cordon double, par rapport aux autres modalités, notamment par rapport au gobelet et à l'éventail, le gobelet monté se plaçant toujours de façon intermédiaire à ce niveau-là. Autre essai, c'est les essais de densité. Donc là, je vous présente déjà l'essai de densité de Liergue. Donc là, on retombe sur un terroir beaujolais argilo-siliceux, où là, donc, on a trois modalités au niveau des densités. Donc une densité haute, donc on est à 1,35 m sur 0,9, donc un peu plus de 8000 pieds hectares. Une modalité moyenne densité 1,80 m sur 1 m, donc 5500 et quelques pieds hectares. Et une basse densité 3 m sur 1 m, hein, en lyre, donc un peu plus de 3000 pieds hectares. Et donc pour chaque modalité, on a également deux types de taille, le cordon et le guyot. Et donc là, vous avez ici les résultats. Alors ce qui est surtout intéressant là sur l'essai, c'est la différence entre le cordon et le guyot. Hein. Tout ce qui est en bleu, c'est les cordons, tout ce qui est en rouge, c'est les guyots. Vous voyez qu'on retrouve les résultats qu'on a pu voir sur les deux essais de taille, à savoir le cordon est plus sensible que le guyot sur le typiose. Par contre, quand on compare les modalités entre elles, les modalités de densité, donc haute densité, moyenne densité et basse densité, il n'y a pas de différence significative entre ces modalités. Alors ce que je n'ai pas spécifié aussi, c'est que la taille guyot, en fait, à partir de 2007, a été transformée en cordon. Hein, pour des raisons au niveau de l'essai, on avait du mal en fait avec le guyot à obtenir la surface foliaire qu'on voulait. Hein, donc on a transformé les guyots en cordon. Donc du coup, à partir de 2007, les guyots sont en cordon en fait. Autre essai, c'est l'essai de densité du Péréon, donc, qui est situé donc, en Beaujolais village, donc en forte pente, entre 30 et 40% de pente, terrain granitique classique des Beaujolais villages et sur un sol qui est superficiel. Vous voyez ici au niveau des résultats qu'on n'a pas de différence significative entre les modalités, hein, même si on a des petits écarts entre les modalités, mais pas de différence significative entre les modalités. Alors oui, que je n'ai pas détaillé. Donc d'une part, vous retrouvez en fait les trois modalités qu'on a sur Liergue, hein, le 1,35 m par 0,9, le 1,80 m par 1 m et le 3 m par 1 m. Et en plus, donc, il y a le témoin en gobelet classique hein, du Beaujolais village, à savoir le gobelet 1 m sur 1 m, palissé sur échalas. Donc vous voyez la photo en haut à droite. Voilà. Donc là, pas de différence significative. Alors ce que je n'ai pas spécifié, alors ce sera important surtout notamment pour l'ESCA, c'est que ces quatre essais que je viens de vous présenter, donc les deux essais de taille, les deux essais de densité, ils ont été plantés spécifiquement pour les essais, hein, donc ils sont formés du départ avec donc, des tailles différentes ou des densités différentes. Donc à l'inverse donc, des essais suivants, à savoir les essais aménagement de coteaux, où là on est parti de vignes en place, donc conduite en gobelet autour, on va dire, de 10 000 pieds hectares, hein, donc classiquement 1 m sur 1 m, palissé sur échalas, et où on a transformé, donc d'une part en arrachant des rangs. Donc, vous avez ici donc, le témoin en gobelet, hein, ici l'arrachage 1 rang sur 3, et ici l'arrachage 1 rang sur 2. Donc on a fait ça sur 3 parcelles, donc une parcelle à Rivolé sur le domaine de la Sicarex, une parcelle en côte de Brouilly et une parcelle en Chénat. À chaque fois, on est sur des pentes plus ou moins fortes, hein, on est en coteau, avec des sols par contre différents. Un Chénat, c'est plutôt un sol granitique assez superficiel. Côte de Brouilly, c'est typique de la côte de Brouilly, les pierres bleues assez caillouteux. Et puis à Rivolé, aussi granitique, avec un peu plus d'argile qu'à Chénat, voilà, mais qui reste quand même un sol superficiel. Donc vous avez ici les résultats, donc c'est la moyenne des trois parcelles. Vous voyez que au global, on n'a pas vraiment de différence significative. Par contre, on a quand même une tendance à savoir que le témoin en gobelet est quand même un petit peu plus touché que les deux autres modalités arrachées. Sachant que là, donc, ce que je n'ai pas spécifié, hein, c'est que les suivis sont faits depuis 2004, puisque les 3 parcelles ont été transformées en 2004. Par contre, on n'a pas l'antériorité avant. Hein, donc le 0% qu'on vous marque, c'est un 0% qu'on a constaté au départ, quoi, hein.
Il y avait peut-être eu le typiose avant, hein, sûrement même d'ailleurs. Voilà, donc là, peu de différence, mais une tendance à avoir un peu plus de typiose sur le témoin. Juste pour information au niveau des entretiens du sol, des essais entretiens du sol, où là on a vraiment peu d'antériorité puisque les essais ont été mis en place au printemps 2008. Bon, vous voyez que donc pour vous expliquer les essais, donc on a deux types d'essais. Le premier essai là, qui est présenté ici, c'est une parcelle donc, qui est en gobelet, à peu près plantée 1 mètre sur 1 mètre, à 10 000 pieds hectares, où d'une part on a une modalité qui est désherbée chimiquement en plein, une modalité où on a enherbé sur l'interrang et où on désherbe chimiquement sur le rang. Et puis une dernière modalité hein, qui est appelée mécanique, qui est désherbée entièrement mécaniquement. Vous avez ici les résultats au niveau de typiose, vous voyez qu'il y a peu de différences, hein, les différences ne sont pas significatives. Sur l'autre essai, on est parti en fait du même type de parcelle que précédemment et où là on a transformé, c'est-à-dire on a arraché un rang sur 2, et on a transformé le gobelet en cordon. Donc là, sur cet essai, on a 3 modalités. Donc d'une part, des modalités enherbées où on a soit désherbé chimiquement sur le rang, soit désherbé mécaniquement, hein, donc rang chimique, rang mécanique. Soit on a tout, soit on désherbe tout mécaniquement, que ce soit sur l'interrang ou sous le rang. Donc là, vous voyez aussi également là qu'il n'y a pas de différence significative, hein, pas d'influence a priori de l'entretien du sol sur le typiose. Donc voilà sur la partie eutypiose, donc juste en résumé, hein, ce qu'on peut dire, bon, il n'y a rien de neuf par rapport à ce qu'on pouvait savoir. Ça confirme l'effet de la date de taille et puis l'effet de la sensibilité du cordon par rapport aux autres tailles, hein, par rapport à l'eutypiose. Alors ce qui est plus intéressant, c'est plus le suivi SK, parce que c'est quand même la maladie qui nous pose le plus de problèmes actuellement. Donc je vais vous remontrer donc, sur les mêmes essais hein, ces résultats. Donc je reprends dans le même ordre. Donc tout d'abord l'essai de taille de l'ergue. Bon, vous voyez une antériorité quand même assez importante, ce qui est intéressant pour le suivi. Hein. Vous voyez que ça a commencé donc, relativement tôt, hein, dans les années 97-98, fin des années 90. Et puis là, vous voyez qu'il y a des résultats quand même sensiblement différents par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à l'eutypiose. À savoir que là, c'est plus les cordons qui sont les plus touchés, mais là c'est le gobelet monté hein, de façon significative. Les autres modalités, on voit que le cordon simple et puis le guyot 3 yeux sont dans une classe statistiquement différente. Hein. Par contre, donc, au niveau des guyos 6 yeux et des cordons, du cordon double, on est dans une classe intermédiaire, soit intermédiaire en fonction des années, soit dans la même classe que le cordon simple et le guyot 3 yeux. Voilà, donc déjà c'est un premier point, on voit que c'est pas les mêmes résultats qu'on pouvait avoir par rapport à l'eutypiose. Hein. Sur l'essai de taille d'Audenat, là encore, donc, au niveau des résultats, vous voyez que on a une progression, je dirais, un petit peu plus continue, on va dire, homogène hein, de la progression de la maladie au niveau des modalités. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que là, par contre, on a bien le cordon simple qui est supérieur hein, par rapport notamment aux deux tailles, je dirais, basses entre guillemets, à savoir le gobelet et l'éventail. Les deux autres modalités, donc cordon double et gobelet monté, étant classées de façon intermédiaire. Donc ce qui est déjà intéressant à souligner là, c'est qu'on a une différence de comportement en fait au niveau des tailles, puisque donc, pour revenir sur l'iergue, le cordon simple était moins touché que le gobelet monté, et là à Audenat, c'est un peu le contraire, voire un petit peu proche. Hein. Bon, on a plutôt le cordon simple qui est au-dessus du gobelet monté. Hein. Donc on voit déjà que on ne retrouve pas en fait les mêmes résultats en fonction de la situation. Au niveau de l'essai de densité de l'iergue, là si on regarde, alors dans un premier temps on va regarder l'effet de la taille, hein, guyot et cordon. Là on voit aussi c'est assez net, c'est-à-dire que le guyot est plus touché que le cordon hein, de façon significative, même si, hein, je vous le rappelle, à partir de 2007, ce qui est marqué guyot là sur le graphique a été transformé en cordon. Ça n'empêche pas que les guyots sont toujours, ou les ex-guyots sont toujours plus touchés que les cordons. Donc ça c'est la première chose. Si on compare les modalités entre elles, cette fois, que ce soit au niveau des guyots ou au niveau des cordons, on voit que la basse densité, donc la lyre à 3 mètres, que ce soit sur le cordon ou sur le guyot, elle est touchée significativement plus hein, que les autres modalités. Alors par contre, si on regarde maintenant les résultats sur l'essai de densité du péréon,
Et bien là, par contre, on n'a pas de différence significative actuellement, hein, même si vous voyez qu'il y a une tendance quand même à ce que la modalité témoin, le gobelet 1 mètre sur 1 mètre, soit assez nettement quand même supérieur en termes de taux de symptômes. La différence n'est pas significative actuellement. Donc là encore, hein, si on compare les deux essais, ben, on a des résultats qui ne sont pas concordants, hein, à savoir que ben, on n'a pas d'effet en fait là sur le péréon entre les trois modalités qu'on retrouve sur l'IERG, alors qu'on avait des différences sur l'essai de densité de l'IERG. Sur les essais aménagement de coteaux, pareil, pas de différence significative. Vous voyez que c'est très proche entre les modalités, hein, les suivis montrent peu de différence à ce niveau-là. Enfin, juste pour vous montrer aussi par rapport à les essais entretien du sol, là également, pas de différence, hein, de comportement. Vous voyez que le mécanique est légèrement en dessous, mais enfin, vous voyez qu'au départ, hein, déjà en 2008, il y avait une différence, hein, qu'on retrouve en fait en 2012, donc il n'y a pas de différence significative. Et pareil sur l'autre parcelle, donc en moyenne densité. Hein, là aussi, pas de différence significative. Vous voyez aussi des taux d'ESCA qui sont relativement faibles, mais là aussi, hein, faut être très prudent, c'est qu'on a pris la parcelle en 2008. Hein, donc on n'a pas le suivi avant. Et puis un dernier essai que je voulais vous présenter, c'est un essai fumure potassique. Donc un essai qui a été conduit donc c'est une parcelle qui a été plantée en 87, conduit depuis 90 avec 4 modalités. Donc un témoin, on ne fait pas d'apport. Un apport de 60 unités par hectare et par an, 120 unités par hectare et par an, puis 180 unités par hectare et par an. Sachant que cette dernière modalité, on a stoppé les apports à partir de 2001, parce que bon, ça faisait des apports qui étaient quand même très importants. Alors au départ, on n'a pas suivi cette parcelle, hein, parce que bon, d'une part, on se disait qu'au niveau fumure potassique, on pensait qu'il n'y aurait pas d'influence. Bon, il s'est avéré que cette parcelle a été fortement touchée à partir, on va dire, des années 2000-2004, fortement touchée par l'ESCA. Donc on a du coup fait des contrôles à partir de 2008. Bon, vous voyez que les taux sont quand même importants. Alors en plus, là encore, hein, comme on en a parlé l'antériorité, la parcelle est certainement encore plus touchée. Et cette parcelle d'ailleurs va être arrachée en fin d'année, là, parce qu'il y a vraiment trop de mortalité due à l'ESCA. En termes de différence entre les modalités, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, même si on observe une petite tendance, hein, à voir le témoin donc sans apport, hein, qui est un petit peu inférieur, hein, même s'il est quand même aussi pas mal touché par l'ESCA. Donc par rapport à ces résultats, donc, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que on n'a pas vraiment de concordance entre les essais, c'est-à-dire qu'une modalité qui peut se retrouver très touchée sur un essai, le sera à la rigueur moins sur un autre essai. Hein. Donc on n'a pas vraiment concordance. Donc a priori, la technique en elle-même a priori pas d'influence. Donc ce qu'on a essayé de voir, puisque donc on est sur des essais qu'on suit au niveau notamment agronomique, ce qu'on a essayé de voir, c'est de voir la relation qu'on pouvait avoir entre ces données agronomiques et ces résultats au niveau sensibilité à l'ESCA. Donc on est parti au niveau des données sur des mesures d'une part, donc des mesures de vigueur donc, qui sont exprimées dont l'indicateur est le poids moyen du sarment, hein, rapporté au mètre linéaire, hein, puisqu'on peut avoir des différences de longueur de sarment, notamment sur les essais de densité. L'expression végétative, donc, est le poids de bois de taille, hein, donc, qui peut être exprimé soit par cep, soit par mètre carré. Pareil pour le rendement, qui peut être exprimé donc soit par cep, soit par mètre carré. La SECV, donc surface externe du couvert végétal, hein, qui permet d'avoir une idée de la surface foliaire efficace, hein, au niveau photosynthèse. Et puis deux critères, je dirais, plus qualitatifs, l'acidité totale des baies et le pH des baies. Et puis également à partir de ces données, des calculs d'indices, donc d'une part la puissance, donc, qui est une évaluation de la quantité de matière sèche produite par la vigne, hein, qui prend en compte à la fois donc, les bois de taille et le rendement. L'indice de Ravaz, donc, qui est le rapport entre le rendement, donc le poids de vendange, et le poids de bois de taille, hein, qui permettent d'avoir une idée de l'équilibre entre la partie on va dire, fructifère et la partie végétative. Et enfin, le rapport ECCV sur rendement, donc un indicateur intéressant d'un point de vue qualitatif, hein, qui a été déjà mis en évidence par rapport à à son intérêt, hein, d'un point de vue jugement au niveau qualitatif.
au niveau donc, de ces différents indicateurs, donc on a pris pour faire l'analyse, en fait, la moyenne sur les années de suivi, sachant que certaines années, on peut avoir des trous au niveau de ces résultats. Donc on a pris la moyenne des années de suivi et on a mis ça en relation avec le taux d'ESCA cumulé en 2012, puisque bon, c'est là où on est le plus élevé, et c'est ce taux-là, je dirais, qui marque le plus la différence entre les modalités. Voilà, donc on a essayé de regarder ce que ça donnait dans un premier temps avec les données brutes. Alors si on regarde les données brutes, ben, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de corrélation. Donc je vous montre un exemple, c'est la vigueur, donc comme je vous l'ai dit, exprimé par le poids du sarment. Donc vous avez donc en ordonnée ce poids du sarment et en abscisse donc le taux d'ESCA en 2012. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de corrélations qui sont faites. Vous voyez notamment qu'il y a deux populations, une population où on a un taux élevé d'ESCA et une population où on a plutôt un taux faible. Donc en fait, la corrélation est très difficile dans ce type d'analyse, puisqu'on a des essais qui sont plus ou moins jeunes, avec une antériorité plus ou moins importante, et du coup des taux d'ESCA qui vont varier assez fortement. Donc ce qui a été fait dans un deuxième temps, c'est qu'on a rapporté en fait tous les résultats en pourcentage par rapport aux témoins de chaque essai. C'est-à-dire on a fait le rapport entre donc, la valeur de la modalité par rapport à la valeur du témoin. Donc pour donner un exemple, pour le taux d'ESCA par exemple, si on est à 0,8 pour une modalité, donc c'est 0,8 par rapport au témoin, c'est-à-dire qu'on a 20% de symptômes en moins par rapport au témoin. Pour la vigueur par exemple, si on a 1,1, c'est qu'on a 10% de plus de vigueur que sur le témoin. Sachant que donc à chaque fois, bien évidemment, les témoins ils sont tous ramenés à 1 pour chaque valeur. Voilà. Donc si on essaye de faire une analyse donc, en composantes principales pour essayer d'étudier ces données, je vous présente un peu. Alors l'ACP, donc analyse en composantes principales, son grand intérêt, ça permet surtout donc, de bien montrer les écarts et surtout les relations qu'on peut avoir entre les différents paramètres qui ont été mesurés. Donc là, je vous ai mis en fait la représentation sur axe 1 et 2, et puis à droite, la représentation entre l'axe 1 et l'axe 3. Sachant pour axe 1 et 2, on a à peu près 60% de la variabilité qui est représentée. L'axe 3 représente un petit peu moins de 20%. Donc là aussi, c'est important d'avoir un maximum de pourcentage de représentation de la variabilité. Donc ce qu'on peut voir sur ces schémas, donc je vous ai mis, pour qu'on le voit un petit peu mieux, le pourcentage d'ESCA. Ce qu'on voit en fait, c'est que ce pourcentage d'ESCA est opposé en fait à l'indice de Varavaz. On le retrouve ici, on le retrouve également ici, de façon peut-être un petit peu moins nette. Donc on a cette tendance. Par contre, bon, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à ces ACP, le petit bémol, c'est que en fait, ce pourcentage d'ESCA est très peu représenté, que ce soit sur l'axe 1 ou sur l'axe 2. Donc si on fait la projection sur l'axe 1, vous voyez qu'il ne représente même pas 25%. Pareil sur l'axe 2, on est un peu plus de 25%, alors que l'indice de Varavaz, il est carrément sur l'axe 1, pratiquement, enfin quasiment à 75%. Donc ça veut dire que l'analyse n'est pas, enfin, il faut être très très prudent par rapport à l'interprétation. Donc ce qui a été fait dans un deuxième temps, c'est qu'on a regardé la corrélation entre le pourcentage d'ESCA et l'indice de Varavaz. Donc ça vous donne ça. Donc je vous ai représenté tous les témoins en fait qui sont regroupés au point 1,1, puisqu'ils sont, voilà, c'est la référence. Donc ce qu'on voit ici, vous voyez que la corrélation elle est quand même très mauvaise, c'est clair. Bon, même si on a une tendance en effet à avoir un peu moins d'ESCA quand l'indice de Varavaz augmente, ça n'empêche que la corrélation n'est pas très bonne, voire mauvaise même, il faut le dire. Par contre, donc, si on regarde ensuite essai par essai, vous voyez que on peut voir des essais en tout cas où les résultats ne sont pas trop mauvais. Donc c'est le cas notamment des essais de densité. Vous avez ici l'essai de densité de Liergue, donc avec les petits triangles. On voit qu'on a une tendance, plus l'ESCA augmente, enfin plus l'indice de Varavaz diminue, plus l'ESCA augmente. On a un petit peu la même tendance sur l'essai du Péréon, l'essai de densité. Également un petit peu sur l'essai d'aménagement de Chéna. Par contre, à l'inverse, vous voyez que sur l'aménagement de Rivollet, on n'est vraiment pas bien corrélé. Et vous voyez que sur pas mal d'essais, donc tous ceux qui sont là, vous voyez que pour des indices de Varavaz qui ne varient pratiquement pas, donc c'est le cas pour les essais d'entretien du sol notamment, aménagement de côte de brouillis et puis les essais de fumure potassique,
Donc pour des indices de Ravaz qui ne varient pratiquement pas par rapport aux témoins, on peut avoir des variations assez importantes en pourcentage du taux d'ESCA. Alors le bémol ici par rapport à ces essais, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, ces essais, souvent, les différences ne sont pas significatives et les taux d'ESCA sont relativement faibles, qui peut expliquer qu'on n'ait pas trop de différences, avec surtout trop de relations entre l'indice de Ravaz et le pourcentage d'ESCA. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, alors je me baserai surtout sur l'ESCA, parce que bon, c'est quand même ce qui nous préoccupe le plus actuellement, c'est bien avoir en tête que l'effet de l'ESCA est vraiment très variable et c'est vraiment très difficile de le relier à une technique, en tout cas sur les techniques qu'on a pu étudier, mode de taille, densité de plantation notamment. Aussi, et ça c'est hyper important, que la situation est a priori prépondérante. Quand je dis situation, c'est tout ce qui englobe la situation, donc ça peut être le sol, ça peut être le microclimat de la parcelle, ça peut être ce qui a pu être fait au moment de la plantation, ça peut être le matériel végétal, ça reste encore à déterminer. Donc voilà. Troisième point, donc même si vous l'avez vu sur ces résultats, ce n'est pas franchement net, cette relation entre l'indice de Ravaz, donc l'équilibre, on va dire, fruits, partie végétative, par rapport à l'ESCA, ça mérite quand même d'être confirmé à ce niveau-là, donc c'est des choses qui pourraient être faites. Sachant qu'aussi, ces paramètres sont quand même difficiles à mesurer. Rien qu'un exemple par rapport à tout ce qui est production de matière sèche, la puissance, etc. On se base donc sur le poids de bois de taille, par exemple. Le problème, c'est que notamment, on ne prend pas en compte tout ce qui est issu des rognages. Les rognages, c'est aussi une production de matière sèche par la vigne. Les feuilles aussi, également. Donc, je veux dire, il y a toujours des difficultés d'exprimer quand même certains paramètres par rapport à ça. Donc il faut aussi rester prudent aussi par rapport à ces résultats. En termes de perspective, on va continuer à poursuivre les observations sur ces expérimentations. Ce qui est prévu aussi, c'est dans le cadre d'un projet national, d'aller un petit peu plus loin, d'essayer d'aller mesurer peut-être les réserves, d'aller mesurer aussi la contrainte hydrique au niveau des ceps, pour voir si ça n'a pas une influence, notamment par rapport aux résultats que je vous ai présentés. Et aussi, ce qui semble important, c'est, moi j'y suis très sensible, c'est ne pas se baser sur, je parle aussi pour vous, quand vous constatez des choses, ne vous basez pas sur un résultat, sur une parcelle. Vous voyez que c'est vraiment très variable en fonction des parcelles. Donc vraiment, pour avoir des conclusions fiables, il faut vraiment avoir des réseaux de parcelles pour pouvoir dire quelque chose. Et puis enfin, le dernier point, peut-être un peu pessimiste par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à ces maladies du bois, c'est que même si on arrive à avancer sur ces côtés, je dirais, plus agronomiques, ces maladies du bois sont quand même très complexes, c'est certainement multifacteur, et même si on arrive à aboutir par rapport à cette partie, je dirais, agronomique, on aura certainement du mal, en tout cas, à éradiquer ces maladies du bois, rien qu'avec ça, même si ça peut permettre quand même de les limiter et de les contrôler. Voilà, je vous remercie de votre attention.